c'est maintenant l'heure. Dans Toute Liberté, vous le savez, sur RTL, une heure de décryptage, une heure de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Ils nous ont envoyé leurs boys pour nous libérer de la tyrannie. Et pour ça, on dit merci. 80 ans plus tard, nouveau débarquement. Mais cette fois, ce ne sont plus des soldats, ce sont des retraités américains qui traversent l'Atlantique pour sauver leur santé. Direction Marseille, l'Hérault ou Angers, la douceur de vivre. Angevine, vous savez, carte vitale flambant neuve à la main. Car depuis une loi de 2016, tout étranger détenteur d'un visa long séjour peut bénéficier de la PUMA, la protection universelle maladie, résultat des retraités de Floride, du Texas et du Maine qui découvrent le rêve français. Zéro cotisation, zéro ticket modérateur et des soins gratuits. La chaîne CNN adore et consacre des sujets entiers à ces seniors américains soignés gratuitement en France, comme Chiara, 70 ans, du Connecticut, qui raconte qu'à Marseille, elle est traitée comme un œuf de Fabergé. Je suis pas riche du tout, je vis grâce aux prestations de la sécurité sociale, dit-elle. Mariée, Debra et Eric témoignent. Aux USA, ils payaient $500 par mois chacun pour traiter leur diabète. En France, zéro. Et comme la convention fiscale de 95 les exonère d'impôts sur les revenus en plus, mais quel jackpot, les amis! Évidemment, certains s'étouffent. Les cartes vitales, c'est cadeau, alors qu'un Américain gagne 2 fois plus qu'un Français. Résultat, le député François Gérignon, Horizon, veut créer une cotisation spéciale pour ces nouveaux exilés médicaux. Moralité entre Medicare et Molière. Ils ont choisi Molière et ils ont bien raison. La langue est plus douce. Ici, la santé est un droit, pas un produit. Les Américains découvrent la solidarité et nous, on redécouvre qu'elle a un prix. Et ça, franchement, ça n'arrive pas en France. Alors c'est quand même assez amusant cette histoire de la sécurité sociale et des Américains et de leur nouveau débarquement. Avant ils nous envoyaient leurs boys, maintenant ils nous envoient leurs papis. Bah non, ils n'ont pas tort. Pourquoi on se priverait? Ce qu'il faudrait, c'est trouver l'exemple d'une personne qui a débarqué en fait, donc à 80 ans et qui a 98 ans ou presque 100 ans. Là on paye là. Là on le paye. On le loge même au château de Chambord. On va reparler avec Nicolas Dose qui est allé faire une petite pause café et qui va revenir avec nous pour nous expliquer tout ça parce que c'est quand même assez lunaire quand même, faut le dire. Emmanuel Lucro, bonjour, vous êtes éditorialiste économie à l'Opinion et on va avoir besoin de vous parce qu'il y a plein de sujets, on ne comprend pas vraiment. Christophe Barbier, bonjour, vous êtes Christophe Barbier. Bonjour Naïs. Christophe Barbier. Comme on dit, votre surnom c'est le cerveau. Hein, le cerveau. Vous croyez? Ah oui, je suis sûre. Est-ce que c'est c'est pas le lavage de cerveau? Non, c'est pas le lavage de cerveau. Et Guillaume Audat, vous êtes grand reporter et chroniqueur international, mais pas que. Alors, c'est une image qui fait polémique, bien sûr, des fillettes voilées dans les tribunes de l'Assemblée nationale. La présidente Yaël Braun-Pivet a parlé d'une tenue inacceptable, rappelant que c'est ici même qu'a été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. Son tweet, au cœur même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles. On dit ostensible, c'est ça? Oui, c'est ostentatoire, c'est ostensible, l'objectif. Ostentatoire dans les tribunes. Et elle dit, nous n'avions pas été confrontés à cette situation par le passé. J'ai appelé chacun à une extrême vigilance pour que cela ne se reproduise pas. C'est une question de cohérence républicaine. Alors, les premiers à réagir, évidemment, ça a été le Rassemblement national. Julien Audoux, le député de Lyon et porte-parole du RN. Quelle infâme provocation, dit-il. Comment peut-on tolérer que des petites filles recouvertes du voile islamique soient présentes dans les tribunes de l'Assemblée nationale, temple de la République française? Donc lui, il est dans son rôle. Un autre qui est dans son rôle, c'est Paul Vanier, député LFI du Val d'Oise. Elle trouve que cette polémique autour du vêtement, entre guillemets, vise des jeunes enfants venus visiter notre assemblée, ajoute à l'ignominie et la salissure que constitue cette déclaration islamophobe. Donc déjà, on va s'entendre, Christophe, islamophobe. Est-ce que c'est un terme pertinent dans le débat public français? Non, parce que c'est un terme pervers. Et c'est pour ça que la France qui a été inventé par les frères salafistes. Alors il y a plusieurs origines. En 1910, un ethnologue français avait utilisé ce mot, islamophobe, pour désigner tous ceux qui détestaient et l'islam comme religion et les musulmans. Et puis ça s'est perdu et c'est revenu en effet de manière beaucoup plus idéologique, comme un argument de la propagande salafiste. C'est-à-dire si vous voulez critiquer l'islam politique, l'islam intégriste, si par exemple vous voulez dire l'abaya à l'école ça me dérange, le burkini dans les piscines j'en veux pas, et ben vous êtes islamophobe. Vous êtes décrété islamophobe
islamophobe par les complices de l'islam politique. C'est pour ça que la France insoumise en a fait une munition de son arsenal idéologique. Et ils utilisent cette munition chaque fois qu'ils peuvent. Non, il n'y a pas dans la réaction de Yael Braun-Pivet d'islamophobie, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme. Qu'est-ce qu'elle pointe ? Elle pointe la présence de jeunes filles voilées dans les tribunes de l'Assemblée. Deux choses. Est-ce que le règlement de l'Assemblée nationale interdit le voile dans le public ? Non. Notamment parce qu'il y a parfois des délégations étrangères avec des représentantes de pays musulmans qui portent le voile. En revanche, nous avons la loi de 1904 qui dit qu'à l'école, le voile est interdit. Et l'école, c'est aussi pendant les sorties scolaires. C'est la salle de classe qui se déplace. Est-ce que ces jeunes filles étaient dans le cadre d'une sortie scolaire, encadrée dans le cadre de l'éducation nationale, ou est-ce qu'elles étaient invitées par leur député de leur circonscription à titre individuel ? C'est ça qu'il faut éclaircir. Si on considère que, n'étant pas en sortie scolaire, leur présence voilée, c'est quand même étonnant dans le palais de la République, faut changer le règlement. Au Sénat, article 91 du règlement du Sénat, le public, il doit être assis, silencieux et découvert. Ah, alors les sénateurs disent oui, mais quand on a écrit ça, c'est parce qu'on voulait pas de casquette ni de chapeau. On enlève son chapeau quand on rentre au Sénat. On pensait pas au voile. Donc, il y a aussi interprétation. C'est l'occasion de clarifier le règlement intérieur de l'Assemblée. Il a bougé. Rappelez-vous, en 2020, je crois, une représentante syndicale étudiante était venue voilée répondre aux questions d'une commission. Alors, est-ce qu'elle était une visiteuse, elle a le droit d'être voilée, ou est-ce qu'elle était inscrite dans un processus officiel de travail de l'Assemblée, et donc là, elle devait enlever son voile. Les députés eux-mêmes, jusqu'en 2018, il n'y avait pas tellement de règles sur leurs vêtements, parce que tout le monde se comportait de la même manière. En 2018, on a fait un règlement disant que leur tenue doit être assimilable à une tenue de ville, pour éviter les uniformes, les maillots de foot, les signes politiques et les signes religieux. Vous avez eu, entre 1896 et 1898, un député du Doubs, le docteur Grenier, qui s'était converti à l'islam et qui est venu en burnou avec une sorte de tenue de Touareg, parce qu'il était très attaché à cette civilisation-là, il défendait les peuples colonisés, il est venu à l'Assemblée pendant 2 ans dans cette tenue. Ça serait plus possible aujourd'hui. Oui, mais enfin, le voile, Emmanuel, c'est vraiment extrêmement problématique quand même. Moi, je voulais revenir sur le terme d'islamophobie pour rajouter justement, Marine Tondelier, réaction ce matin, parce qu'il n'y a pas que LFI qui emploie ce terme, Christophe, il y a toute la gauche. François Bayrou également l'a utilisé. Tout dépend du sens qu'on lui donne. La haine des musulmans, c'est interdit. La critique de l'islam et même le droit au blasphème. Les idées n'ont pas de droit. Les humains en ont, les idées n'en ont pas. Alors attendez, on écoute Marine Tondelier, elle était chez nos confrères de RTL ce matin. Je pense que si l'islamophobie était interdite dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y en a un certain nombre qui pourraient pas rentrer. Encore une fois, c'est sur des femmes que ça tombe, tout le temps. Mais des enfants voilés, si ce sont des mineurs, c'est avéré. Non, mais en fait, on peut avoir un avis sur la question. En fait, il y a ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Donc là, dans le cadre d'une sortie scolaire, qu'une maman voilée accompagne la sortie scolaire, c'est autorisé. D'ailleurs, si ça ne l'était pas, donc ça veut dire qu'en fait, quand votre maman est voilée, votre maman ne pourra jamais vous accompagner en sortie scolaire. C'est une forme d'humiliation pour les enfants et qui, par ailleurs, annonce ce qu'ils vivront toute leur vie. Emmanuel. J'ai écouté Marine Tondelier ce matin. Elle est dans le même souffle. Elle était capable de défendre la ségrégation dans le métro en expliquant qu'il fallait des wagons pour les femmes et qu'elle prendrait ces wagons-là. Mais ça, les islamistes ont gagné. Alors, elle était capable de défendre ça parce que les violences faites aux femmes, etc. Et dans le même souffle, défendre l'idée que des enfants puissent être voilés, ce qui est une violence faite aux femmes. Moi, je veux quand même rappeler la même chose. On parle de petites filles. On parle pas d'adultes. On parle d'enfants. Pour les petites filles, le voile, ça n'est ni à l'école, ni dans l'espace public, ni d'ailleurs nulle part. L'argument des promoteurs du voile, qui sont quand même souvent des frères musulmans, c'est qu'il repose sur le libre choix. On parle d'enfants. Quand on est un enfant de, je ne sais pas quel âge ont ces petites filles, entre 10 et 13 ans, manifestement, on n'est pas en mesure d'avoir un libre arbitre sur ce genre de choses. On a posé en fait effectivement ce qu'est la règle de droit, on a posé l'arène politique, chacun est dans son rôle, vous l'avez dit Anaïs, et ça a été rappelé. Après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est quand même un anachronisme historique que de penser en 2025 en France que le Coran et d'ailleurs son interprétation soit une sorte de code civil parallèle qui régirait la vie des musulmans en société, qui plus est en France. Je pense qu'il faut vraiment pas se tromper là-dessus. C'est un projet politique qui est porté par les fréristes, donc les frères musulmans, qui cherchent à imposer le Coran en tant que supra-code civil, en réalité, à tous les fidèles musulmans. Ces gamines qui portent le voile, en effet, parce qu'il s'agit de gamines dans l'hémicycle. D'abord, comme vous le disiez très justement, elles n'ont pas choisi. Il n'y a pas de libre arbitre à cet âge-là. Et 2, elles sont le véhicule d'un message politique. Évidemment. Elles sont le véhicule d'un message politique qui vient percuter,
le principe de liberté individuelle, ces gamines, est-ce qu'elles ont choisi? Non. 2, d'émancipation, égalité homme-femme, hommes et femmes, des enfants, des fillettes, et de laïcité, évidemment, qui est au fondement de ce qu'est notre République. Donc oui, il s'agit d'une provocation. Et quand je lis Éric Coquerel de la LFI, qui est dans son rôle, et qui se réfugie derrière la règle de droit, donc on l'a évoqué, etc., mais qui dit, vous donnez le point, Madame Yael Braun-Pivet, à ce média d'extrême droite qui pointe injustement et de manière islamophobique, en réalité, le fait que des gens portent le voile ou non. Mais non, c'est pas ça la provocation. La provocation, c'est d'utiliser ces jeunes filles comme un instrument et un véhicule politique d'un message très particulier. Elle est là, la provocation, il faut vraiment pas se tromper, pas se boucher le nez. Mais vous pensez pas que c'est une entaille, encore une entaille, que les gens qui ont un projet politique, Christophe, peu à peu franchissent de nouvelles barrières? Bien sûr, c'est le défi permanent à la République. Et chaque fois que la République dit « bon, on est gêné, oui, pourquoi pas », ça y est, le terrain est conquis. Alors, est-ce que dans cet incident-là de ces jeunes filles, il y avait une volonté des organisateurs de faire de la provocation, de les envoyer un peu en conquête de la tribune de l'hémicycle? Rien ne le dit pour l'instant et on verra s'il y a une enquête. En revanche, de la part de la France Insoumise, parti mélenchoniste, Mélenchon qui était le plus grand défenseur de la laïcité jusqu'au début des années 2000, on a une volonté politique qui s'appelle l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire appuyer une conquête politique de gauche radicale sur les revendications de l'islam politique, parce que c'est là qu'on peut drainer les électeurs de ce que Mélenchon appelle la France nouvelle. Donc on fait des cadeaux, on fait des concessions à l'islam politique en espérant des voix. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement grave. C'est très grave. Ce que vous êtes en train de dire, c'est très extrêmement grave. C'est évidemment très grave. On sera dépassé. Mais bien sûr, surtout que vous savez c'est exactement ce qu'ont fait les communistes iraniens avant 79. Ils ont fini pendus. Ils ont favorisé les intégristes de l'ayatollah Khomeini pour renverser le Shah, ça a très bien marché. Et puis après, ils se sont retrouvés pendus par les mêmes barbus. Et voilà. Et donc c'est ça le risque politique qui est encouru. Les Français sont pas dupes, ils voteront. La loi, pour l'instant, pour les jeunes filles, c'est pas de voile à l'école. Dans l'espace public, on peut être voilé, il n'y a pas de limite d'âge. Gabriel Attal voulait mettre une limite d'âge. Comment voulez-vous que la police demande les papiers d'identité d'une jeune fille pour voir si elle a 9, 10, 11 ou 12 ans? Donc la seule règle possible, ça serait la majorité. Mais dans l'espace public, en France, vous pouvez montrer toutes vos religions. Vous pouvez être bouddhiste, hindouiste, et donc et on peut les détester aussi. On peut dire qu'on en a peur. Bien sûr, on peut être athée et le clamer. Voilà. Bref, très énervé. Oui, je suis sidérée. Je suis sidérée qu'on voit le voile globalement, mais alors les petites filles, c'est encore pire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est le principe de soumission volontaire que vous connaissez bien. Christophe, il faut quand même juste rappeler que le voile, ça veut dire quoi? Que la femme est inférieure et que celles qui ne le portent pas sont impures. Et qu'elle doit se voiler par pudeur pour traverser l'espace public. Ça rend. Il faut des femmes tenaces, Anaïs. Oui, il faut des femmes tenaces. Allez, à la une numéro 2. Direction Oléron maintenant. Vous le savez, une voiture engagée dans une course folle a renversé 5 personnes en 35 minutes hier. Mathis Menu, vous êtes là-bas. C'est l'émotion sur place. Oui, absolument. Nous sommes devant la gendarmerie où le suspect est toujours en garde à vue. Ce qu'on sait sur cette personne, c'est qu'il s'appelle Jean. Il est âgé de 35 ans. Il habite l'île d'Oléron. Et quand on croise les habitants, ils nous disent que c'est un homme isolé, marginalisé, qui consomme de l'alcool, de la drogue également. Il est connu des services de police et de justice, mais il n'est pas inscrit au fichier des personnes radicalisées. Pourquoi je parle de radicalisation ? Parce que c'est cette question qui est toute interrogée aujourd'hui. Il a crié Allah Akbar au moment de son interpellation et en garde à vue a répété qu'il s'est auto-radicalisé ces dernières semaines, que Allah lui a confié une mission. Autant de déclarations que les gendarmes prennent avec beaucoup de prudence parce que cet homme a souffert de troubles psychologiques par le passé, donc difficile d'établir un mobile à partir de ses propos. Alors, merci beaucoup Mathis Menu. Vous êtes sur place avec Éric Josset. Le ministre de l'Intérieur était ce matin sur France Inter. On l'écoute. Un périple meurtrier très grave. Donc personne ne minimise ces faits, personne ne nie qu'il a crié effectivement Allahu Akbar. Il y a des références religieuses chez lui, assez claires, assez explicites. Donc, il reste après à savoir si ça a été déterminant ou pas dans le passage à l'acte et quelle a été la motivation de l'individu. Voilà. Alexandra Guillet, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste police-justice TF1 LCI. Est-ce qu'on sait pourquoi le PNAT, le Parquet national antiterroriste, ne s'est pas saisi de l'affaire à partir du moment où il y a Allahu Akbar ?
Alors, pour l'instant, il ne s'est pas saisi. Ça ne veut pas dire qu'à terme, il ne se saisira pas. Pour l'instant, il est ce qu'on appelle en observation. Alors, c'est vrai que le mode opératoire de cet individu, une voiture qui fonce sur des gens, ces mots, Allah Akbar, dont vous venez de le dire, prononcés au moment de son interpellation, interroge. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ce matin sur France Inter, a également confirmé qu'en garde à vue, l'auteur des faits, avait des références religieuses assez claires, assez précises. Et selon nos informations, face aux enquêteurs, en fait, il fait état d'une auto-radicalisation ces dernières semaines, peut-être sur Internet, mais ses propos, nous dit-on, il dit aussi qu'il est passé à l'acte au nom d'Allah, mais ses propos, nous dit-on aussi, sont quand même très confus. Reste à savoir si cela a été déterminant, en fait, dans son passage à l'acte. C'est ça que les enquêteurs essayent de mesurer en ce moment. Pour l'heure, on rappelle, il était inconnu des services de renseignement. On sait qu'il était dans une situation de vie très précaire, qu'il a des addictions, notamment à l'alcool. Ça a été rappelé par notre correspondant sur place. On sait aussi qu'il a eu des problèmes psychiatriques par le passé. Et ça, c'est fondamental de se poser sur cette question-là de sa santé mentale. D'ailleurs, une expertise psychiatrique a eu lieu hier. Des perquisitions aussi ont eu lieu à son domicile. Est-ce qu'ils ont aussi récupéré un ordinateur? Est-ce qu'ils ont récupéré des documents qui permettent d'avancer plus sur son profil et la façon dont éventuellement cette conviction religieuse pourrait être établie? En tout cas, son téléphone est également en cours d'analyse et ses auditions se poursuivent. Son audition se poursuit, elle peut se poursuivre jusqu'à demain matin. Et en fait, ce sont tous ces éléments, en fonction de ce qu'ils vont dire de son profil, qui vont permettre au Parquet national antiterroriste, de décider s'il se saisit ou non de ce dossier. Et pour l'instant, donc, il reste en observation. Ouais, en gros aussi, et pour abonder dans le sens de ce que dit Alexandra, il faut une organisation, un projet politique précis. À ce moment-là, effectivement, le PNAD peut se saisir en vertu des éléments qui seront ou non trouvés dans les ordinateurs de jeunes hommes. Et vous savez, cette histoire, Anaïs, moi je trouve qu'elle percute les propos et les constats, en fait, en réalité, qui ont été dressés par nos deux précédents invités. Chloé Morin, d'une part, c'était hier, les algorithmes, et deux, Arthur Desnouveaux, oui, c'est vrai. Victime Comme vous avez tous victime d'un attentat terroriste, bien cette sûr, semaine, au Bataclan, rappelez ça. Et qui, encore une fois, font écho aux propos du président de la République, encore une fois sur ces algorithmes aussi. Un jeune Français qui crée un compte TikTok, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu, il est exposé à un contenu salafiste. On ne sait rien encore du profil psychologique de cet homme-là à Oléron. Mais moi, ce que je constate, c'est quand vous êtes un marginal désaxé, fragile psychologiquement, on va dire ça comme ça, en réalité, vous êtes une porte d'entrée idéale. Pareil quand vous êtes un jeune, vous avez l'esprit plastique, vous n'êtes pas encore formé, vous êtes une porte d'entrée idéale. Et moi, j'appelle ça du terrorisme par capillarité. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin, en réalité, d'être radicalisé depuis 100 ans, de fréquenter les mosquées les plus salafistes, les hommes les plus scabreux. Non, il suffit juste d'un esprit faible d'un côté de la chaîne et d'un manipulateur de l'autre côté de la chaîne, et boum, vous avez ce qui se passe à Oléron. Pourquoi ? Parce que on joue sur quoi ? On joue sur l'humiliation, le sentiment d'être rejeté, d'être un marginal. Mais c'est pas l'humiliation qui conduit à la vengeance ou au passage à l'acte terroriste. C'est la manipulation de l'humiliation qui conduit à l'acte dans bien des cas. Donc on est aussi aujourd'hui, en 2025, confronté à cette double problématique. La radicalisation express qui existe, des gens qui manipulent en bout de chaîne, et de l'autre côté, des esprits faibles, et à la fin de l'histoire, on verra ce que conclut l'enquête. Mais ça peut donner Oléron le même mode opératoire. Je rappelle que dans sa voiture, il y avait quand même une bonbonne à gaz qui était prête à exploser. Et voilà ce que ça donne à la fin de l'histoire. On est dans ce contexte-là en 2025, et les algorithmes jouent à plein. Hugo Micheron, il a beaucoup travaillé sur la question. Je conseille de le lire. Ouais. Mais alors, avec une petite précision, et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, avait, je pense, raison de le préciser ce matin, en fait, que le PNAD se saisisse ou pas, bien sûr, ça donnera une connotation, une coloration à ces faits, parce qu'on cherche la motivation, concrètement. Mais, quoi qu'il arrive, ça ne retire rien à la gravité des faits qui de toute façon vont entraîner alors tout dépendra si on considère que son profil psychiatrique fait qu'il n'est pas en état d'être jugé et qu'il est donc hospitalisé, ou bien s'il est en état justement d'être jugé, s'il avait le discernement nécessaire. Ça, on va le voir dans les prochaines heures ou dans les prochaines semaines, mais de toute façon la justice passera d'une manière ou d'une autre, que ça soit par le parquet local ou que ça soit par le parquet national antiterroriste. Il y a encore 2 personnes qui sont en urgence absolue. Alors, oui.
Alors, je viens à l'instant, d'avoir un petit point fait par le procureur de la République, justement de La Rochelle, qui dit qu'il y a toujours 2 victimes en état d'urgence absolue. L'une est stable et l'autre a été opérée. Son état n'est pas inquiétant, même s'il est grave. Et il y a encore, concernant les victimes en urgence relative, 2 sont sorties de l'hôpital et une est toujours en observation. Voilà pour les dernières informations. Merci beaucoup, Alexandra Guillet, pour ces dernières informations et pour ce dernier point. On passe maintenant. Vous reprendrez bien une petite dose de dose. Allez hop, tous les jours. on y va. Double dose. Allez, venez, double dose. Ah oui, c'est la double dose, c'est parfait. Merci beaucoup Alexandra d'être passée sur le plateau. France, terre d'accueil, Nicolas, on a envie de se dire ça pour les malades américains. Ouais. Zoom sur ces retraités américains qui franchissent l'Atlantique pour bénéficier de notre sécurité sociale. Vous vous souvenez de Terminator, I'll be back. Vous vous souvenez de la dernière image de Terminator? Et ben là, il y avait les GIs en 44, et là, c'est leur papy, leurs descendants, leur fils, quoi. L'image est audacieuse, mais bon, d'accord. Ouais. Bah oui, mais c'est ça, ils viennent se faire soigner parce que depuis 2016, il y a une loi. Les GI venaient plutôt se faire tuer pour nous. Oui, c'est ça. Bon, alors, limite, on se dit que c'est un prêté pour un rendu, non? Je sais pas. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a une loi qui s'appelle la PUMA, la protection universelle maladie, qui permet effectivement à des ressortissants de quantité de pays de pouvoir... Ça, comment on a pu imaginer ça dans l'état de la Sécu? Expliquez-moi. C'est ancien. Là, je pourrais pas vous dire comment on a pu l'imaginer, parce qu'il y a un côté Frankenstein avec la sécurité sociale. La bête a échappé à son créateur. Personne, là, ce matin, y compris dans les instances de la Caisse nationale d'assurance maladie, ne sera en capacité de vous dire combien d'Américains sont vraiment résidents sur le sol français, ayant obtenu par cette loi PUMA leur carte vitale, et aujourd'hui, effectivement, réside chez nous uniquement par désir de pouvoir goûter aux bienfaits du système de santé et de sa quasi-gratuité comparée à l'énorme facture qu'on exigerait aux États-Unis pour la même chose. Donc on a cette loi qui effectivement va permettre à des ressortissants de plein de pays de pouvoir acquérir une carte vitale et un numéro de sécurité sociale après 3 mois lorsqu'on a un visa de séjour longue durée. Et la particularité avec les Américains, c'est que là, en plus, on parle pas de ressortissants de pays en guerre qui quittent une dictature. On parle de retraités qui, pour certains d'entre eux, ont quand même l'air relativement tranquilles et qui bénéficient cette fois-ci d'un héritage du XXe siècle, qui est une construction liée à l'extraterritorialité, ce espèce de bénéfice ou en tout cas de privilège incroyable que s'accordent les Américains. N'importe quel Américain dans le monde entier sera redevable de l'imposition aux États-Unis. Et donc, effectivement, ils sont chez nous, profitent d'une carte vitale, mais n'y payent pas d'impôts. Ni de ticket modérateur. Voilà. Alors, c'est évidemment hyper choquant. C'est certainement pas massif. C'est une anomalie, un hiatus de plus dans les incroyables dispositifs fiscaux dont nous disposons. Honnêtement, avec une sécu à 23 milliards d'euros, dont la santé, dont la viabilité, dont même l'existence même... Déficit. De déficit. Milliards, Pardon. De déficit. Oui, de 23 milliards. Merci. Parce que c'est quasiment 700... Le PLFSS, c'est pratiquement 700 milliards d'euros, la totalité. Un tiers du PIB. Non, mais c'est dingue. On va en parler. Comment on fait... C'est la moitié de la dépense publique. Pour inventer des lois pareilles comme la loi PUMA, Emmanuel. Non, c'est très généreux de notre part, on est bien, mais... Je ne sais pas d'où elle vient, cette loi PUMA. C'est quand même juste un symptôme de la complexité qu'ont pris les choses. C'est-à-dire qu'on est là face à des décennies de choses qui se sont accumulées les unes sur les autres, un millefeuille auquel finalement plus personne ne comprend rien. Il y a un état de fait. Quand on commence à vouloir aller dans ces arcanes, il faut une machette, quasiment. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'on s'insurge parce que ce sont des Américains. Mais finalement, ça doit quand même nous pousser à nous poser la question... Pas seulement pour les Américains. Enfin, pourquoi est-ce que c'est plus choquant quand c'est un Américain que... Non, mais bien sûr. On est rentré par cette porte-là. Mais c'est vrai parce que ils viennent d'un pays développé où il y a une médecine, etc. Mais la générosité de notre système de santé... Alors, on a parlé de l'AME il y a quelques jours ici. Tout le monde est d'accord pour dire que l'AME ne doit pas être remise en cause dans son principe global, même si elle peut être, probablement amendée, etc. Resserrée. Oui. Mais là, on est quand même encore sur autre chose que l'AME. Il y a une espèce de... c'est comme une sorte de tourisme médical. Alors, ils sont contents, regardez, on les écoute. Ils viennent juste pour ça. Non, ils ont appelé ça le Club Camembert sur Facebook, c'est trop mignon. Oui, il n'y a que 800 membres dans le Club Camembert. Et ils sont probablement un peu plus de 800. Mais attends, il y a un message positif derrière quand même. Attends, on les écoute, Nicolas. Nous bénéficions du système de santé national français.
Jusqu'à présent, nous ne payons aucune charge sociale. Cela ne coûte rien. Nous recherchons une ville ou un pays offrant des soins de santé de qualité équivalente, voire supérieure, à ceux dont nous bénéficions aux États-Unis. C'est mignon, non, Guillaume? Oui, et en plus, ils appellent ça donc camembert, donc référence quand même aux plages de Normandie et effectivement de leurs ancêtres. Alors, la question qu'on pose, c'est notre sécurité sociale est-elle trop généreuse? Donc, j'ai donc tendance à vous écouter et non, c'est pas une question. Répondre oui, non, mais c'est une question qui est posée. Oui. Notre sécurité sociale mais on n'aurait pas dû. Généreuse. Déficit 23 milliards, donc oui, a priori. Ensuite, je me suis penché sur des statistiques, celle de l'adresse, en particulier l'organisme de statistiques donc public et de la santé et des solidarités. Un tiers de notre PIB, mais Nicolas le rappelait, est à peu près consacré aux dépenses de protection sociale, 33% environ. Je vous donne deux échelles. C'est la moitié de la dépense publique. Deux échelles pour un petit peu comparer. Où est-ce qu'on est, nous? Pour les pays de l'Union européenne, d'après Eurostat, c'est environ 20 à 22% du PIB consacré aux dépenses de protection sociale. Pour les pays de l'OCDE et notamment les pays développés, c'est 20 à 22%. Donc oui, on est généreux, double réponse à cette question. Après, vous allez me dire, oui, mais l'Italie, l'Autriche, la Finlande. Alors l'Italie, elle est sur une trajectoire nettement plus vertueuse que la nôtre en termes de déficit public. Et pour ce qui concerne l'Autriche et la Finlande, c'est la dette publique 80% du PIB. Donc sur le principe moral, oui, c'est bien à un moment donné d'aider, de dépenser, mais la réalité, et vous le dites, chaque jour, chacun sa dose, tous les jours sa dose, on n'a plus les moyens de le faire. Non, on n'a plus les moyens. Quand on parle de dépenses sociales, c'est pas que santé. Ouais. Faut rappeler que ce sont les 4 branches de la sécurité sociale, donc la vieillesse, la famille, les accidents du travail, les maladies professionnelles, et cette nouvelle branche en quelque sorte, mais qui n'appartient pas à l'assurance maladie, qui est l'assurance chômage, qui s'est greffée là-dessus en 1958. Tout ça fait un ensemble absolument colossal, trop généreux. En tout cas, très généreux. Très généreux, trop cher, chroniquement dans le rouge. La dépense sociale est devenue une affection longue durée en Nicolas, France. On peut jouer sur les mots. C'est un système qui est quand même là, dans une, je sais pas, dans une perspective vitale. C'est-à-dire que comment on va faire pour maintenir avec la démographie notre système social si généreux, trop généreux, très généreux, appelez-le comme vous le voulez, si en plus avec des lois Puma, on accueille l'humanité. C'est très généreux en effet. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va finir par le perdre, ce truc. Alors, il est clair qu'il y a des ménages à faire. Cette histoire de loi Puma, cette situation des retraités américains qui en plus sont exonérés d'impôts sur le sol français, là il y a un vrai sujet. Maintenant, si on veut... Alors ils disent, oui, mais nous on apporte quand même aussi beaucoup d'argent. Si on veut collectivement, effectivement, le conserver sur l'essentiel, l'assurance retraite, l'assurance santé, l'assurance chômage, il va falloir éteindre des dispositifs. Je prenais l'exemple ce matin des dispositifs, heureusement qui ne sont pas trop utilisés car tellement complexes que peu connus. Mais quelqu'un qui est aux minima sociaux, donc le RSA principalement, et la SS, qui est l'allocation pour les chômeurs en fin de droit, eh bien, peut s'adresser auprès de sa caisse d'allocation familiale et compte tenu de sa situation de grande précarité, et c'est vrai, va avoir droit, par exemple, à une prise en charge d'une partie de ses frais de péage et d'essence pendant les vacances, jusqu'à 700 €. Pourra être aidé pour acheter un scooter, pour acheter un vélo, ça peut être très utile pour se déplacer et retrouver de la mobilité professionnelle, c'est vrai. Pourra être aidé pour les équipements de la maison et la CAF pourra vous donner jusqu'à 900 € pour acheter un lave-vaisselle. Alors, c'est très bien, c'est très généreux, c'est très nécessaire la solidarité, mais il va falloir se recentrer sur l'essentiel, probablement dire à ces braves Américains, si vous êtes chez nous, bien peut-être que vous allez devoir cotiser pour le système de santé et dire que certaines très grandes largesses... Ça leur coûtera toujours moins cher que chez eux. Certaines très grandes largesses du système social doivent être resserrées, et puis ça supposera de dire à l'ensemble de la population, collectivement, nous devons tous faire quelque chose. Donc, les vieux travailler un peu plus, peut-être que ceux qui sont au chômage avoir des indemnités un peu plus correspondant à la moyenne de ce qui se pratique en Europe, effectivement dire aux gens qui se font soigner que pour les petits bobos de la vie quotidienne, peut-être qu'ils devront en laisser un peu plus de leur poche, de manière à ce qu'on puisse avoir encore l'universalité de la couverture des gros accidents de la vie. Christophe, merci Nicolas, je comprends même pas qu'il y ait un débat là-dessus. Quand il y va de la pérennité de notre système. Mais il y a un débat. Il y a un débat parce que vous avez toute une partie de la classe politique qui dit mais c'est très bien, les lave-vaisselle, les péages offerts, c'est ça la solidarité. Allons au bout de ce modèle social. C'est les plus pauvres qui doivent avoir plus. Ça se défend idéologiquement et vous trouveront des tas de références pour écraser les comptes publics et dire qu'il faut le faire parce que sinon on se renie. Et puis face à cela, il y a la montée de la colère de la France qui travaille, qui n'est pas riche,
mais qui n'a droit à rien. Exactement. Et celle-là, elle commence à se faire entendre, parce que quand elle voit la liste des avantages, elle se dit, mais pourquoi je travaille ? Elle se fait entendre depuis 2002. Oui, mais pour l'instant, elle se fait entendre en votant, en changeant souvent de famille, et en n'ayant pas... 2018 aussi, les gilets jaunes. Elle est importante, cette France qui gagne un peu trop pour avoir droit à quoi que ce soit, et pas assez pour être riche. Bien sûr. Et elle est importante, que cette France a aussi l'impression que tout en étant très généreux dans des cas qui peuvent se défendre, on est impuissant sur la fraude, ou sur une partie de la fraude. Et puisqu'on parlait des retraités, il y a eu toutes ces histoires de retraités qui ont cotisé en France, donc qui ont droit à une retraite, mais qui sont retournés dans leur pays d'origine où l'état civil est défaillant. Et on ne sait pas s'ils sont encore vivants, ils continuent à toucher leur pension. Et donc le système de retraite français est obligé d'enquêter pour savoir s'ils sont encore vivants. Il faut rappeler un chiffre face à tout ça. C'est le taux de prélèvement obligatoire en France. Le coût de tout ça, c'est 56% de prélèvement obligatoire. Voilà. C'est le coût. Bon, c'était la conclusion d'Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup. Merci Nicolas d'être resté avec nous pour nous éclairer là-dessus. Demain pour la double dose. C'est l'heure du carton rouge. Alors, on accueille maintenant Joachim Le Floch Imad. Bonjour monsieur, vous signez un livre coup de poing, vous aussi. Alors là, on n'a pas été déçus du voyage, je vais vous dire. Main basse sur l'éducation nationale, où vous décrivez une école française dans un état de délabrement avancé. Alors ce qu'on trouve, c'est incroyable. Je vais citer quelques chiffres comme ça, on va voir si Pierre arrive à me suivre avec les cartons. Dans les REP+, par exemple, 60% des élèves ne maîtrisent pas, à l'entrée de la 6e, la lecture fluide. 60% des élèves. Autre carton qui nous renseigne, 25% du budget de l'éducation nationale, ça va vous plaire, Emmanuel, sert à financer les retraites. Donc ça, c'est extraordinaire aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de donner de l'argent pour les professeurs et pour nos enfants, 25% du budget de l'éducation nationale sert à financer les retraites. Que les professeurs touchent des retraites, évidemment. Mais enfin, on est à un quart du budget. Ce budget qui a baissé, puisque c'était 4,3% du PIB en 1980 et c'est 3,7% du PIB maintenant, alors que l'éducation du citoyen, c'est quand même la base pour toute nation. Et ensuite, carton salaire moyen des profs, ils gagnent maintenant 1,38 fois le SMIC. Avant, en 80, c'était 2,17 fois le SMIC. Et on est loin, Guillaume, vous allez nous le rappeler, de ce que gagnent les profs en Europe. Comment en est-on arrivé là, Joachim Le Floch Imad ? Donc, notre école fait en effet face, vous l'avez rappelé, à un état de délitement très avancé, à un effondrement protéiforme, effondrement du niveau, explosion des violences, des incivilités, du prosélytisme islamiste et mal-être des personnels éducatifs. Il y a une autre statistique qu'on aurait pu rappeler, c'est le fait que selon l'enquête Thalys qui a été publiée il y a 2 semaines, il n'y a que 4% des professeurs en France qui se sentent valorisés par la société dans leur travail. C'est le pire chiffre de tout l'OCDE. Donc ça montre l'ampleur du mal qui ronge notre école. 4% des enseignants, non c'est pas celui-là, 4% des enseignants se sentent valorisés par la société, c'est très faible. Alors même qu'ils portent une école extrêmement malade sur leurs épaules, tout en étant abandonnés par le sommet du ministère et par une bureaucratie qui est pléthorique. Je le montre également dans l'ouvrage. Comment nous en sommes arrivés là ? Alors c'est une question extrêmement complexe. Je pense qu'il y a de multiples dynamiques qui l'expliquent. Il y a d'abord un état de la société, puisque l'école de la République n'est plus un sanctuaire, mais qu'elle est un réceptacle de toutes les violences, de toutes les fractures, de toutes les idéologies mortifères qui traversent une société en voie de décivilisation, je le crois. Ensuite, il y a une cause intellectuelle, c'est le fait que notre école est passée d'une logique d'instruction à une logique de co-construction des savoirs, d'une logique d'éducation à une logique de rééducation, selon le vieux mythe révolutionnaire de l'homme nouveau, et enfin d'une logique d'égalité républicaine des chances à une logique égalitariste d'égalité des résultats au prix de la disparition des notes, de la raréfaction du redoublement, de la fin de tout ce qui permettait un peu d'élitisme dans la machine. Et enfin, il y a une responsabilité administrative et politique, à savoir qu'on a dans l'éducation nationale, plus que dans n'importe quel autre ministère, des ministres qui sont là pour une période très courte, qui n'ont pas de vision particulière pour l'école, qui souvent n'ont pas de courage face aux résistances et qui abdiquent très vite. Et ces démissions du personnel politique ouvrent la voie à la confiscation de l'école, qui est une institution républicaine fondamentale, par une administration, par une bureaucratie qui n'en fait à peu près qu'à sa guise. C'est valable dans
beaucoup de ministères, mais c'est particulièrement le cas pour l'école, je crois. Mais c'est même pas une institution fondamentale. C'est la première de toute notre. C'est là-dessus qu'est assise, c'est le fondement de notre République. Oui, tout à fait. C'est le pilier de la République, l'école. Et d'ailleurs, la République ne s'est vraiment installée durablement en France que quand elle a mis l'école au cœur de son projet, c'est-à-dire avec la Troisième République. Je voudrais parier que ce livre, c'est le dernier de son genre. Parce que je pense qu'on va basculer dans une toute autre aventure avec l'intelligence artificielle et qu'on va arrêter d'essayer de courir pour réparer ce système. Et on voit bien avec tout ce que vous dénoncez. On est en retard de 45 ans, donc il n'y a pas de raison que ce retard, on le récupère avec. Non, mais il ne s'agit pas de rattraper un retard. Il ne s'agit pas de rattraper un retard, il s'agit de changer de système. Quand l'imprimerie est arrivée, vous ne vous êtes pas dit comment on va apprendre aux moines qui recopient les manuscrits à devenir des imprimeurs. Vous êtes passé dans l'imprimerie. C'est exactement ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Donc il faut que nos enseignants de demain, on les forme à utiliser cet outil puissant pour eux d'abord, pour progresser dans leur efficacité, pour leurs élèves ensuite, pour faire remonter la France dans les classements en étant plus efficace auprès des élèves, et pour retrouver de la considération et de la rémunération. Il va falloir recruter des gens très bons et très bien les payer pour qu'on ne rate pas cette révolution. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui dans le champ politique de dire, écoutez, moi je vais arrêter d'essayer de réparer l'école des hussards de la République, elle a été géniale, elle s'est effondrée, on tourne la page, on construit une nouvelle école en partant de l'intelligence. L'intelligence artificielle est un sujet, mais elle ne fait pas disparaître pour autant les autres. Et l'investissement dans l'IA, qui est nécessaire, vous l'avez rappelé, puisqu'il ne s'agit pas de rebâtir l'école du 19e siècle, mais de construire celle du 21e siècle, ne remplacera jamais l'investissement dans l'intelligence vive des professeurs, qui me préoccupe tout autant à l'heure où on envoie devant des salles de classe extrêmement nombreuses, extrêmement difficiles à gérer, des professeurs mal formés, mal rémunérés, qui ne comprennent de moins en moins le sens de leur mission. Et c'est un vrai problème. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui changera ça. Alors il y a plusieurs choses. On a effectivement, pardonnez-moi Emmanuel, mais on a effectivement baissé le niveau de recrutement. L'intelligence artificielle arrive. Il y a également la France, comme les autres pays européens et d'ailleurs occidentaux, traverse ce qu'on va appeler un hiver démographique. Il y a donc moins d'enfants, des professeurs qui ne sont pas nécessairement mieux payés. Est-ce que là, il y a quand même quelque chose à imaginer autour de cette idée qu'il y a moins d'enfants à éduquer et que, in fine, peut-être un peu de lumière au bout du tunnel, on ira vers un meilleur système d'enseignement? Oui, mais ce rattrapage démographique, il permet, je crois, à l'avenir d'améliorer le taux d'encadrement, c'est-à-dire d'avoir des classes moins chargées. Maintenant, je ne pense pas que la conclusion mieux on encadre et les classes moins chargées. En principe, sur le papier uniquement. Moi, j'ai pas réalisé votre enquête. Ça donne des enfants qui sont mieux éduqués. Oui, donc il faut des classes moins chargées. C'est pour ça que je m'inquiète de la volonté politicienne des ministres successifs de réduire le nombre de postes d'enseignants. On parle de moins 4000 postes au prochain budget. Oui, mais cette baisse démographique, on devrait s'en servir pour améliorer le taux d'encadrement. Ce qu'on ne fait pas, à l'inverse, des économies à faire. Blanquer l'a fait dans les petites classes. Il l'a fait, mais uniquement dans l'éducation prioritaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que on parle de l'allocation des moyens, à raison vu l'état calamiteux des finances publiques, mais on ne pense pas une allocation efficace des moyens dans la mesure où on n'est pas capable d'aller chercher les économies. Là, on pourrait en faire 20% de la dépense du ministère va des personnels non enseignants. On a été capable. C'est ça qui est dingue. On a été capable. Comme à l'hôpital. C'est un mal français. C'est un mal très français. Emmanuel Macron était capable de mettre 500 millions d'euros dans le Conseil national de la refondation de l'école. On a un échec massif dans le premier cycle de l'enseignement supérieur qui est le pire de l'OCDE et qui coûte à la France 530 millions par an, alors même que je serais pour flécher un certain nombre d'élèves vers ce qu'on pourrait appeler le collège modulaire, c'est-à-dire sortir du collège unique et revaloriser en contrepartie réellement la voie technique dont dépend l'avenir de l'industrie française. Donc des moyens à trouver, il y en a beaucoup. C'est simplement aujourd'hui les professeurs ont le sentiment d'être abandonnés et qu'on leur retire des moyens sur le terrain là où ceci serait nécessaire. Idem, ça vaut aussi pour le primaire, ça vaut pour nos locaux qui sont extrêmement vétustes. Et à l'inverse, on n'est pas capable, parce qu'on manque d'imagination, d'aller chercher l'argent là où on pourrait le trouver. Et on pourrait le trouver où ? C'est ce que je disais, à savoir faire des coupes dans la bureaucratie pléthorique. Je vous donne simplement quelques chiffres pour éclairer notre discussion et votre travail qui est fondamental. Mais c'est, puisque vous me le demandiez, donc en France, le salaire moyen effectivement d'un enseignant, c'est autour de 2600 € bruts par mois. Quand en Allemagne, c'est 5193 à peu près. L'Espagne,
Espagne, 3048 pour un enseignant. Les Pays-Bas, bon, on n'en parle pas, mais c'est 5636 €. L'Autriche, 5057. Le Portugal, c'est un peu moins que nous, 2400 €. Ou alors le Royaume-Uni, j'ai un peu regardé, 3700 € par mois. Donc forcément, c'est plus incitatif. C'est plus incitatif. On a envie d'aller enseigner à un moment donné, quand on gagne mieux sa vie, à être quelqu'un qui transmet. C'est bien de ça dont il s'agit. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aux enseignants retraités, vous allez toucher 10% de moins sur votre pension parce qu'on veut mieux payer vos collègues jeunes? Est-ce qu'ils l'accepteraient? Non, la réponse est non. Emmanuel. Moi, il y a autre chose que j'entends la réforme du système, mais je vois que tout ça est bâti sur des bases pourries, et vous parlez d'ailleurs de pourrissement de l'éducation nationale, et je pense qu'on n'a pas encore étudié à quel point Pierre Bourdieu a fait du mal à l'école. Pierre Bourdieu et le dogme de l'égalitarisme, du fait qu'il faut que l'école serait supposée combler... C'est une passion française. Combler les différences sociales, etc. Et tout ça a été percuté quand même par l'immigration massive, vous en parlez, et puis par des chocs culturels. Résultat, tout ce qu'on a mis en place, les mixités un peu forcées, l'hétérogénéité comme une sorte de dogme qui est supposé tirer tout le monde vers le haut, ça ne marche pas, on le sait. Et vous donnez ce chiffre qui est quand même fou, 90% des enfants de cadres ont le bac, seulement 40% des enfants d'ouvriers. Et il y a des grands oubliés dans cette affaire, ce sont les enfants ruraux. Ces enfants ruraux, ils ont été oubliés de toutes les politiques scolaires. On a tout mis sur les quartiers prioritaires. C'est un échec massif. Et pendant ce temps-là, les enfants ruraux ont été carrément oubliés et ils sont 30% derrière les autres en termes de réussite. Comment est-ce qu'on fait pour en terminer avec ces dogmes qui ont infusé dans toute la société enseignante, y compris chez les professeurs qui ne supportent même plus, vous le racontez, qu'on dise que le maître a pour charge d'enseigner le bon usage du français. Comment on fait? Ça, c'est l'usage de... Réponse après la pub. À tout de suite sur LCI. Une passionnante enquête. Vous restez avec nous sur notre école et son état dévasté. À tout de suite sur LCI. Allez, on est de retour sur le plateau dans toute liberté sur LCI avec Joachim Le Floch-Imad. Vous êtes essayiste, vous êtes enseignant vous-même, vous êtes auteur du livre Main basse sur l'éducation nationale aux éditions du Cerf. Emmanuel était en train de vous poser une question très intelligente sur l'égalité, l'égalitarisme, etc. Est-ce qu'on n'a pas un peu dévoyé le principe de l'éducation nationale qui est juste d'assurer à des gens une formation, une connaissance, l'accès aux connaissances? Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. C'est-à-dire que pendant le Covid, avec mon mari, on a décidé de prendre en charge donc les cours et on a été mais atterrés par les programmes parce qu'on a vu il y avait plus les filles qui étaient en 4e et en CM1, il y a plus de cours de géographie, elles savent pas qu'il y a des fleuves en France, elles savent pas qu'il y a des façades maritimes, elles ne connaissent pas le V hercynien, alors là je vous dis pas, les leçons de grammaire, etc. On était sidérés, c'est-à-dire ce qui fait le socle d'une connaissance normale, classique, qui peut après vous permettre d'appréhender la vie avec un cerveau à peu près construit. Mais ils ne l'ont pas. Alors en revanche, ils faisaient de l'urbanisme, je ne sais quoi, les grands déplacements. Ils étudiaient les grandes migrations. Sauf qu'ils ne savent pas d'où à où en fait, par quelle mer, par de quoi on parle. C'est-à-dire le truc le plus basique. Mais il faut en revenir à une lecture plus nationale de l'histoire, une approche plus physique de la géographie. Oui. Il y a des choix très idéologiques qui ont été faits dans ce ministère depuis 50 ans, qu'il est l'heure d'inverser, tant dans les programmes que dans les manuels scolaires, parce qu'aujourd'hui il y a une liberté éditoriale des éditeurs de manuels qui fait que le politique n'a plus du tout son mot à dire sur ce qu'on met dans les manuels scolaires. Vous avez tout à fait raison sur ce que vous avez dit sur l'égalité qui a été dévoyée en égalitarisme. Je pense qu'on a besoin de retrouver dans ce ministère le sens du temps long et surtout le sens des finalités qu'on assigne à l'école, c'est-à-dire avoir un ministre qui sait ce qu'il veut pour son école, qui sait quelle vision de l'homme il veut fabriquer, et surtout un ministre qui sait être un contre-pouvoir, d'être un figurant, un communicant parmi d'autres, et qui reprennent le pouvoir. Non, et puis surtout, ça implique un changement de gouvernement, une reprise en main de la technostructure par un politique qui aura enfin les idées. Non, mais enfin, et puis aussi avoir d'abord Jean-Michel Blanquer, puis Pape Ndiaye. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je parlais du sens du temps long. On ne peut pas changer de ligne tous les 6 mois. On ne peut pas s'en sortir dans ces conditions. S'il y avait cette réorientation forte par un ministre puissant,
est-ce que le corps social de l'éducation nationale suivrait ? Est-ce qu'on n'aurait pas une immense grève suivie d'une immense démission et finalement l'effondrement définitif du système ? Je pense que l'éducation nationale est beaucoup plus plurielle que ce qu'on croit. Par exemple, vous avez 20% des professeurs qui votent pour le Rassemblement national aujourd'hui contre 3% en 2012. Le corps enseignant, il a beaucoup changé. Là où sociologiquement... Y compris dans le public, Joachim ? Partout. Il y a des études d'opinion qui le montrent. Là où il peut y avoir un sujet qui se pose, c'est sur tout ce que j'appelle la technostructure, les syndicats, une partie des hauts fonctionnaires, l'inspection générale, où là, il faut des changements à tous les postes stratégiques pour avoir enfin une cohérence, un alignement idéologique entre le politique et la haute administration pour qu'on n'ait pas tous les phénomènes de désobéissance, de réformes édulcorées, d'autorité du ministre bafoué que je dénonce dans mon livre. Je crois fondamentalement que c'est possible, parce que depuis que je suis arrivé sur ce plateau, j'ai été amené à formuler un certain nombre de constats inquiets. Maintenant, je n'ai pas écrit un ouvrage pessimiste. Pourquoi ? Tout simplement pour deux choses. Dans l'histoire de France, on voit qu'on a toujours été capable de rebâtir sur les ruines, de sortir des situations les plus critiques. Et surtout, quand je regarde autour de moi aujourd'hui, je vois des systèmes éducatifs qui étaient dans un état de délitement très avancé et qui en quelques années... Est-ce qu'il y a des modèles desquels on peut s'inspirer ? Exactement. Des systèmes éducatifs qui en quelques années, avec des politiques de bon sens, ont réussi à s'en sortir. Je pense au Portugal, je pense au Royaume-Uni, je pense à la Pologne, je pense au Mississippi, ces États américains qui en 2013 étaient le 49e État américain dans les classements en lecture en primaire, qui aujourd'hui est le 7e. Et c'est quoi la recette alors ? Alors c'est quoi ? La recette, c'est le recentrage sur les fondamentaux, l'association des parents dans une... C'est d'enlever de l'idéologie de... J'ai vraiment une question de béotien, parce que puisqu'on est sur des fondamentaux. Quelque chose qui permet de muscler le cerveau lorsqu'on est un enfant et qu'on va à l'école et qui ne s'enseigne plus aujourd'hui, c'est la poésie. Apprendre une poésie par cœur. Moi, je m'en souviens Combien de temps encore. ça prend entre la technostructure dont vous parlez, c'est-à-dire l'administration, la bureaucratie, et l'idée qu'à un moment donné, on rétablisse l'idée d'apprendre une poésie dans une classe. Ça prend combien de temps ? Est-ce que c'est possible ? Ils le font, ils en ont plus de 3 par an, mais nous on le faisait une fois par semaine. Je dis pas que c'était mieux avant, mais ça fait travailler le cerveau en plus. Ils sont 3 heures par jour sur TikTok. On peut apprécier le sens d'un texte, donc on comprend. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Aujourd'hui, ce que vous décrivez n'est pas faisable, et c'est pour ça que je n'ai pas écrit un livre à technostructure constante et que j'appelle à faire des changements stratégiques à tous les postes clés, à démanteler une partie de la bureaucratie pléthorique du ministère, tant dans l'administration centrale que dans les rectorats, et enfin à revenir à un principe simple qui est dans le code de la fonction publique, à savoir que tous les fonctionnaires, qu'ils soient enseignants, syndicalistes, je ne sais quoi, sont en principe soumis à un devoir de neutralité et un devoir de loyauté, à rebours des dérives politiciennes idéologiques qu'on voit par exemple avec des syndicats d'enseignants qui refusent de mettre en œuvre l'interdiction de la baya, qui ont pris en otage les copies du bac sous Jean-Michel Blanquer pour protester contre la réforme du lycée, qui font des stages en non-mixité choisis, c'est par exemple le cas de Solidaire. Donc évidemment, il y a énormément de problèmes qui se posent dans ce ministère. Évidemment, notre école va très mal. Maintenant, j'ai voulu quand même, à travers cet ouvrage, faire passer un message simple à nos professeurs. C'est tenez bon, ne vous résignez pas. L'effondrement éducatif de la France ne répond d'aucune fatalité. Avec des politiques de bon sens, avec du courage, on peut s'en sortir, on peut inverser le cap. Mais si on ne prend pas très vite les politiques, les décisions de rupture qui s'imposent, alors ce sera bientôt fini de la France telle qu'on la connaît et de la France telle qu'on l'aime. Ça vous tente un petit peu une carrière ? Ça me tente. Disons que j'ai 28 ans et je vois l'état de mon pays, je vois l'état de l'école à laquelle je dois beaucoup en tant qu'enfant d'une famille populaire. Vous étiez où, vous ? Moi, j'ai grandi dans l'ouest de la France, à Nantes, dans un milieu plutôt modeste, et j'ai pu avoir quand même des professeurs sur ma route qui défendaient une école fidèle à leur vocation. Ça, il faut le dire. Il y a toujours des professeurs qui changent la vie des jeunes. Un prof d'histoire, un prof de lettres. Et ça reste la magie de l'éducation. Qui font un travail formidable, mais j'aimerais que le système, j'aimerais que la machine administrative, j'aimerais que le politique ne les abandonne pas sur le terrain, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Merci, Joachim Le Floch-Imad, d'être venu. Quelle belle conclusion, en plus. Vous dites, rien n'est perdu. Pas complètement perdu. C'est l'histoire de France qui le montre. On a quand même connu pire, la débâcle de 40, les guerres napoléoniennes. Les exemples que vous donnez, le Mississippi, c'est quand même frappant. Oui, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Dans toute liberté, c'est maintenant l'heure de la phrase qui fait du bruit. Alors, c'est Roland Lescure, ministre de l'économie, qui était hier soir invité de Darius Rochebin et qui parle de la prime de Noël, qui va peut-être fondre comme neige au soleil. On l'écoute. Dans la prime de Noël, il y avait donc quelques dizaines d'euros, avec des variations entre un peu plus de 100 euros et 450 pour les familles très nombreuses, qui étaient versées pour offrir des cadeaux aux enfants. Il s'avère que dans les gens qui reçoivent la prime de Noël aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Et donc, on propose de recentrer le dispositif,
sur ceux qui croient encore au Père Noël. Ça semble assez raisonnable. Ça semble assez raisonnable, Emmanuel. Donc le gouvernement prévoit de réduire son budget de 45% en le réservant désormais aux familles donc avec enfants, comme vient de le préciser le ministre. 2,5 millions de ménages l'a touché encore l'an dernier, jusqu'à 228 € pour un couple au RSA. Normal, pas normal ? Vous savez, moi je suis... on parle sans arrêt de pluie, de mesures diverses, variées, de chèques dans tous les sens. Enfin, on a complètement perdu le nord, en fait. C'est l'État Père Noël. Le rôle de l'État n'est pas d'être le Père Noël. Le rôle de l'État est d'assurer des fonctions régaliennes qu'il n'assure plus par ailleurs. Enfin, je veux bien parler de cette prime de Noël, mais ça me paraît tellement dans l'immense gabegie financière. On vous sent tellement contrarié. Vous avez oublié la prime pour faire réparer ses pantalons ou son vieil aspirateur. Non, je voudrais vous donner un exemple personnel. Vous avez parlé de vous et comme Joachim, j'ai aussi eu une enfance modeste, ok ? Et il m'est arrivé diverses reprises d'être percuté par des accidents de la vie. J'ai touché l'ASS, donc l'allocation de solidarité spécifique. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 3 ans. J'étais en train de perdre ma mère, j'ai décidé d'arrêter de travailler, j'avais pas de droit à un chômage que j'avais utilisé pour écrire un livre. Vous voyez, j'ai essayé de transformer les choses. Quand vous touchez, à mon âge, 100 à 150 € à la fin, à Noël, franchement, ça fait du bien. Ça fait extrêmement plaisir parce que vous vous sentez un peu revalorisé, vous allez pouvoir consommer, peut-être offrir un cadeau de Noël. Donc il y a quand même une vocation sociale et il y a même une vocation économique. Mais là où en fait il faut effectivement se poser la question, c'est que d'abord moi je suis un contre-exemple, j'ai réussi à reprendre le manche, c'est que en fait en France on continue à s'appauvrir et en réalité la France ne se relève pas non plus. Donc en réalité, est-ce que ce système fonctionne ? Non. Même à partir d'un exemple personnel, quand on touche tout ça, on se sent un peu humilié, oublié, de côté. Encore une fois, toucher 100 €, ça fait du bien au porte-monnaie, ça fait du bien à l'économie. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a plus les moyens de le faire et qu'en plus de ça, les gens continuent à s'appauvrir, ne sortent pas de la pauvreté et puis le pays ne se relève pas. Donc la problématique, elle doit être aussi posée en ces termes-là, je pense. Régalien par régalien Oui, là, la proposition, c'est qu'on avait la prime de Noël, donc liée à une date, et on veut passer à la prime du sapin de Noël. C'est-à-dire, vous avez des enfants, on va vous aider à leur faire un petit cadeau. C'est une mutation qui n'est pas neutre, parce qu'il y a des gens qui vont s'en sentir exclus. L'action du gouvernement régalienne devrait se concentrer sur redonnons du travail. C'est ça. Il y a des tensions de main-d'œuvre dans des tas de secteurs, il y a des chômeurs, c'est pas normal. Redonnons du travail, avec un mélange d'incitatif, de formation, un peu de coercitif aussi, pour que ça redémarre et que les gens prennent un travail. Ouais. Ben, on n'a pas le temps de faire les Mais s'il y a de l'espoir, il y a des gens qui... Non, mais il y a de l'espoir, il y a des gens qui ont gagné au loto. On est dans un système pervers où finalement les gens sont maintenus à flot économiquement par des gouttes à gouttes, des chèques, des primes, etc. Non, mais c'est motif d'espoir aussi, ce qu'a dit Christophe. C'est qu'à un moment donné, si on réfléchit à redonner du travail, c'est ça, il est là l'espoir. Mais c'est ça, il faut que le travail un système qui donne du travail. Donc le travail paie et que l'espoir fait vivre. Et par ailleurs... Être en mesure de tendre la main à celles et ceux qui en ont besoin. Mais ça, c'est important. Mais il faut aussi réfléchir à la philosophie de toutes ces mesures. La plupart sont extrêmement dirigistes. C'est-à-dire, on va vous donner de l'argent pour réparer vos chaussures, pour faire ceci, pour faire cela. On va vous donner des chèques restaurants qui sont abondés par l'État, en estimant qu'en fait, l'État doit piloter votre consommation et la manière dont vous dépensez votre argent. La philosophie de donner un salaire à chacun avec à charge pour lui, de savoir ce qu'il veut en faire, c'est quand même autrement émancipateur. Avec les IA, je me demande si on n'y viendra pas. Allez. C'est fini pour aujourd'hui. Je sens que le débat aurait pu continuer 1000 ans. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 9h pour En toute liberté.